Et si, pour la première fois en une génération, le pouvoir avait préféré la craie au carrosse? Imaginez un président qui, sans tumulte, tranche dans le budget de l'armée, qui, d'un simple geste, fige tous les bonus ministériels, puis transfère des millions de francs, non pas vers des cabinets feutrés ou des comptes occultes, mais directement dans les mains d'institutrices épuisées et d'infirmiers oubliés. Ce président, c'est Ibrahim Traoré. Avant même qu'il ne prononce un mot, 150 hauts responsables, ministres, conseillers, généraux, avaient déjà remis, de leur propre chef, une lettre pour réclamer la réduction de leur salaire. Sans marchandage, sans condition. Pas de caméra, pas de discours éclatants. Juste des actes, discrets, mais irréversibles. La nouvelle n'a pas jailli à la une. Elle a glissé, presque en secret, dans les couloirs, portée par l'étrange silence d'une élite qui renonce. Pas sous la contrainte, mais par choix. Ici, pas de slogan, pas de promesses tonitruantes. Juste le courage de céder son confort, non pour la gloire, mais pour les salles de classe et les couloirs d'hôpital. Quel genre de leader ose miser sur la craie, sur celles et ceux qui enseignent et soignent, au lieu de parier sur le prestige ou la force? Quel chef d'État place l'intérêt collectif avant le privilège, sans réclamer d'applaudissements, sans réclamer de reconnaissance? Saisit-on vraiment la portée de ce geste? Sinon, on risque de rater la naissance d'une ère nouvelle, où l'intérêt public n'est plus un mot creux, mais une exigence incarnée. Où renoncer au privilège devient une source de fierté nationale. Peut-on changer la trajectoire d'un pays, sans violence, sans grand discours, juste par l'exemple et le service? Derrière ce geste, pourtant, l'histoire de Traoré n'a rien d'un miracle. Elle s'enracine dans le doute, la douleur et le renoncement, là où la vraie humanité d'un leader se mesure. Pour comprendre comment Traoré en est arrivé là, il faut remonter à ses premières années, bien loin des ors du pouvoir. Là où chaque choix coûte et où l'intégrité se forge dans l'épreuve. Dans les bureaux glacés, le climat est tendu. Mais dans les villages, chaque jour est un pari sur la survie. À Ouagadougou, le silence feutré des ministères tranche avec l'angoisse qui consume écoles et dispensaires. Ici, des mères patientent sous la chaleur, guettant une sage-femme qui ne viendra pas. Là, des enfants annonnent leurs leçons dans la poussière, guidés par un instituteur dont la seule récompense est l'épuisement. Les témoignages s'accumulent, s'invitant jusque dans les réunions du gouvernement. Une ministre retient ses larmes en évoquant sa sœur, sage-femme morte sur le sol d'une clinique sans électricité, faute d'ambulance. Un autre, la voix brisée, raconte ce maître rural tombé devant ses élèves. Il n'avait rien avalé depuis 3 jours. Les mots s'étouffent, les regards se détournent. Tous ressentent la honte du contraste. Primes, voitures et climatisation pour certains, privation et fatigue mortelle pour d'autres. Dans ce huis clos, la culpabilité devient palpable. Quelques ministres avouent avoir signé des budgets dont ils n'assument plus les privilèges. D'autres murmurent leur impuissance face à la détresse des soignants et des enseignants, que le système a rendus invisibles. Mais sous la honte couve une force nouvelle. La compassion se mue en désir d'agir. C'est la ministre de la Santé qui, la première, craque. « J'ai perdu ma sœur et je n'ai rien fait », lâche-t-elle. Cette confession fissure l'armure de l'élite. D'autres suivent, racontant des visites surprises dans des écoles sans toit, des nuits à écouter les familles pleurer. La salle vibre d'une conviction inédite. Il n'est plus question d'ignorer ceux qui tiennent le pays debout. Une prise de conscience collective s'installe. Refuser de voir la souffrance, c'est accepter l'abandon et la médiocrité. Mais ce soir-là, l'indifférence s'efface. Les ministres comprennent que reconnaître leurs responsabilités peut briser le cercle vicieux. Alors, dans un silence dense, les premiers engagements tombent. On parle de renoncer à certains avantages, de réallouer des fonds. Plus qu'une mesure administrative, c'est un sursaut moral. La honte devient moteur, la compassion guide la main. Le sacrifice individuel n'est plus isolé, mais inaugure une solidarité nouvelle. Pourtant, face à cette vague de récits poignants, une question reste suspendue.
Cette décision de rupture survivra-t-elle aux résistances d'un système bâti sur la routine et le confort? Ibrahim Traoré, jusque-là silencieux, observe la scène. Son choix, à venir, pourrait tout bouleverser ou tout enterrer. Une pile de lettres peut-elle vraiment ébranler la réalité d'un pays? Cette nuit-là, dans le silence tendu du palais, seul le froissement du papier accompagnait Ibrahim Traoré. Sous la lumière blanche, il ouvrait chaque enveloppe, découvrant les promesses de ministres acceptant de renoncer à une partie de leur salaire. Certaines lettres étaient maladroitement griffonnées, d'autres soigneusement pesées, mais toutes portaient la même lueur: changer le pays pour de bon. Nombreux demandaient l'anonymat, craignant d'être taxés d'opportunisme ou de calcul politique. D'autres, las mais sincères, avouaient s'être trop longtemps laissés porter par le système et voulaient enfin agir pour ceux que l'on oublie toujours. Traoré, conscient de la portée historique de cette vague de renoncement, ordonna un audit public immédiat. Les économies réalisées devaient aller, sans filtre ni détour, vers les enseignants et les soignants. Interdit aux réseaux habituels, aux commissions discrètes, priorité absolue aux instituteurs des villages reculés et aux infirmières des dispensaires sans moyens. Dès le lendemain, les premières mesures tombèrent. Le salaire des instituteurs ruraux fut multiplié par 2, celui des infirmières de terrain par 3. Pour la première fois, l'argent public n'alimentait ni projet tape à l'œil, ni cérémonie somptueuse. Il allait là où il transformait des vies, tout de suite. Les réformes allèrent plus loin. Traoré supprima les dépenses de prestige. Plus de limousines, plus de banquets officiels, plus de voyages sans nécessité. Désormais, chaque dépense devait être justifiée, publiée et contrôlée. Ce principe fut gravé dans la nouvelle gouvernance du pays. Mais cette révolution silencieuse exposait le pouvoir à de nouveaux périls. Conservateurs, médias cyniques, gouvernements étrangers, tous flairaient la manœuvre ou attendaient l'échec. On murmurait que la réforme n'était qu'une façade. Même les fonctionnaires honnêtes doutaient. La transparence serait-elle durable ou simplement décorative? Traoré savait que la moindre faille, la moindre trahison, suffirait à tout détruire. Si l'élan retombait ou si la réforme échouait, la confiance populaire serait brisée à jamais. Le découragement, alors, se répandrait plus vite encore que l'espoir. Pourtant, dans les couloirs du palais comme dans les écoles rurales, quelque chose avait changé. L'histoire semblait prête à basculer. Mais la vraie bataille ne se joue pas seulement au sommet. À des kilomètres de la capitale, les premiers signes de changement se font sentir dans une salle de classe oubliée. Là, un geste inattendu déclenche une réaction en chaîne. Et si ce n'était ni une loi, ni une révolution, mais le simple retour d'un salaire ou d'une paire de chaussures qui faisait basculer le destin d'un pays? C'est loin des projecteurs, dans la poussière des écoles et l'ombre discrète des hôpitaux, que tout a commencé à changer. Là où la résignation semblait cimentée, une pudeur nouvelle s'est glissée, et la vie a repris, fragile mais têtue. À l'école de Thomas, Cassim, l'instituteur, a reçu ce matin-là une enveloppe sur laquelle son nom était inscrit à la main. Dedans, 3 mois de salaire, en billets modestes mais complets. Il n'a pas laissé couler ses larmes devant ses élèves, mais son pas était différent, porté par des chaussures neuves offertes par un artisan du quartier. Il saluait chaque parent comme s'il découvrait le métier pour la première fois, et les enfants le regardaient d'un œil nouveau. À la maternité, Mamakura, sage-femme au visage creusé par les années, a rangé ses gants usés une dernière fois. Elle aussi a retrouvé son dû, non pas une fortune, mais de quoi régler une dette, acheter du savon, et relever la tête devant ses collègues. Dans ses yeux, la lassitude a cédé la place à une discrète fierté. Les collègues l'ont entouré, et pour la première fois depuis bien des années, partagé un repas offert par la direction. Bakary, le professeur contestataire, connu pour ses mots qui griffent et sa colère contre l'administration, a lui aussi reçu la reconnaissance officielle tant attendue. Son dossier disciplinaire a été clos. Invité à participer à un audit sur les conditions de travail, il a trouvé, autour de la table, des syndicalistes et des fonctionnaires prêts à l'écouter sans l'interrompre. Pour lui, la vraie victoire tenait dans cette possibilité.
voir la protestation devenir dialogue. L'administration, bousculée, n'a pas eu le choix. Les procédures de paiement ont été raccourcies. Un bureau de médiation a ouvert en partenariat avec les syndicats. Plusieurs ministères ont lancé des audits et recruté des artisans locaux pour fournir chaussures, blouses et fournitures scolaires. Désormais, les marchés publics reviennent aux familles du pays, et non plus à des sociétés sans visage. Pour la première fois, l'écoute n'est plus un slogan. Les demandes des soignants et enseignants font l'objet de réunions hebdomadaires et les réponses sont affichées dans les couloirs. Dans les villages, des affiches fleurissent. Ici, vos doléances ne tombent plus dans l'oubli. Pourtant, l'équilibre reste précaire. Certains songent déjà à détourner ce nouvel élan pour polir leur image ou servir des intérêts privés. Les syndicats, désormais sur le qui-vive, réclament des comptes chaque mois. Dans les salles des maîtres et les vestiaires, on se murmure que la dignité est conquise de haute lutte, mais qu'elle peut s'envoler d'un trait de plume. Si le souffle s'essouffle, les mêmes invisibles replongeront dans l'ombre. Mais si cette dynamique s'enracine, c'est toute une génération qui pourra de nouveau croire en son état. Ici, sur le terrain, le lien entre pouvoir et société civile n'est plus une abstraction. L'élan est fragile, mais il est là. Il appartient à chacun, du plus haut responsable à la plus jeune institutrice, de veiller à ce que cette révolution silencieuse ne soit pas qu'une parenthèse, mais le premier chapitre d'un nouveau destin. Pourtant, dans l'ombre, certains intérêts résistent encore. Ce qui s'est amorcé ici devra survivre à l'usure du temps et à la tentation de l'oubli. Changer le monde commence rarement par un coup d'éclat. Parfois, tout débute par une lettre anonyme ou un geste de compassion discret. Dans l'histoire du capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas la force d'un discours qui a fait basculer la nation, mais la présence silencieuse d'une pile d'enveloppes, déposées une à une sur un bureau officiel. À travers ces lettres, des décideurs ont montré que l'écoute, même muette, peut bouleverser le destin d'un pays entier. Écouter sans juger, même quand tout semble figé, c'est déjà préparer la transformation. Ce moment rappelle à chacun combien il est vital d'entendre la détresse ou le courage, surtout lorsque l'on se sent seul ou impuissant. Dans la solitude du pouvoir, agir peut se résumer à un seul choix: écrire une lettre, renoncer à un privilège ou protéger les besoins essentiels plutôt que ses propres avantages. Il suffit parfois d'un minuscule acte pour rompre la spirale de l'indifférence. À l'opposé du fatalisme, Traoré incarne deux formes de solidarité. Il y a d'abord la solidarité verticale, lorsque ceux qui gouvernent prennent soin de ceux qu'ils dirigent. Puis la solidarité horizontale, née de l'union de collègues, voisins ou amis autour d'une cause commune. Ces deux forces se nourrissent l'une l'autre. Ensemble, elles créent des dynamiques capables de briser l'apathie et de défier la résignation. Mais pour que ces élans ne restent pas de simples exceptions, il faut aller plus loin. Instituer des mécanismes d'alerte citoyenne, promouvoir la vigilance démocratique et refuser de retomber dans la complaisance. Cela peut se traduire par de modestes réunions de quartier ou par des outils collectifs permettant à chacun de signaler les abus et de défendre les progrès conquis. N'oublions jamais qu'une réforme authentique exige des sacrifices. Elle demande une vigilance sans relâche et surtout une confiance réelle en notre capacité à choisir le bien commun, même lorsque cela a un coût élevé. Chaque avancée commence par une décision individuelle, un refus du cynisme, la certitude que chaque geste, même invisible, compte. Il est tentant de croire que son action ne pèsera jamais, que le système est immuable. Pourtant, l'exemple de Traoré le démontre. Parfois, tout dépend d'un seul choix, d'une seule voie. Le courage, l'humilité et l'écoute ne sont pas réservés aux hautes sphères. Ils peuvent naître partout, dans une salle de classe, un centre de santé ou même au cœur de votre foyer. Mais la véritable portée de l'acte de Traoré ne se mesure pas seulement à ses conséquences immédiates. Ce qu'il a semé, ce sont des graines de confiance, capables de transformer chaque citoyen en acteur du changement. Et vous, si votre nom apparaissait sur la prochaine lettre, que choisiriez-vous d'y écrire? Car la vérité, c'est que personne n'attend un sauveur isolé. Ici, tout a basculé non par la force d'un seul,
mais par une contagion de courage, une onde discrète née du geste d'Ibrahim Traoré. Un président qui a troqué les privilèges contre les crayons, la craie contre les costumes, et qui a entraîné dans son sillage une centaine de responsables prêts à rendre, noir sur blanc, une part de leur confort à ceux que l'on oublie trop souvent. Les enseignants sans bureau, les soignants sans gants, les enfants sans bancs. Imaginez ce que cela coûte, véritablement, d'abandonner ce que l'on croyait acquis. Indemnité, bonus, véhicule, fragments de pouvoir. Pourtant, ce soir-là, à la lumière blafarde d'une salle silencieuse, chaque enveloppe posée pesait moins qu'un souffle, mais chacune portait le poids d'une histoire nouvelle. Ce qui s'est joué, ce n'était pas seulement une redistribution de millions. C'était un basculement d'âme. Un choix collectif, sans caméra, sans hashtag, ni ovation. Juste des mains réunies pour signer, pour donner, pour écrire. Parce que servir, parfois, c'est simplement restituer ce qui n'aurait jamais dû être gardé. Et vous? Si demain, votre nom figurait parmi les autres, auriez-vous le courage d'y mettre la part de vous qui change tout? Auriez-vous le réflexe d'agir, ou laisseriez-vous la lassitude miner ce qui reste d'espérance? Ne rien faire, c'est laisser les mêmes douleurs se répéter, génération après génération. C'est donner raison à ceux qui prétendent que tout est joué, que l'Afrique ne mérite pas mieux. Mais choisir d'agir, même à très petite échelle, c'est déjà briser la fatalité, rouvrir la porte entre nos rêves et notre réalité. Cette histoire n'est pas close. Elle s'écrit maintenant, partout où l'on ose s'inspirer de ce geste pour se demander « Et moi, où est ma place? Que range? Qu'est-ce que je retiens ?» Si ce récit vous touche, ne le gardez pas pour vous. Parlez-en à ceux qui doutent encore qu'un autre modèle de leadership peut exister. Posez la question, partagez la lettre, exigez, montrez que chaque choix compte, car c'est le silence qui nourrit l'injustice et la parole qui fait naître le possible. Alors, la prochaine lettre, par qui sera-t-elle écrite? Par vous, par moi, par tous ceux qui croient que la dignité ne peut plus attendre. Ensemble, refusons que l'espoir retombe. Soyons l'élan, jamais la résignation. Mais que se passe-t-il vraiment lorsque l'on décide de renoncer à ses privilèges pour servir le bien commun? Plongeons plus profondément dans l'histoire et explorons des exemples concrets, des parallèles historiques, des scénarios alternatifs et des pistes pour rendre cette dynamique durable. Dans l'histoire du monde, rares sont les moments où des dirigeants ont sacrifié leur propre confort au profit de la collectivité. Pourtant, certains exemples marquants méritent d'être rappelés. Prenons par exemple la figure de Thomas Sankara, surnommé le Che Guevara africain. Dans les années 80, au Burkina Faso, il avait déjà imposé à ses ministres de rouler en Renault 5, la voiture la plus modeste du pays, afin de donner l'exemple. Il avait baissé son propre salaire, vendu la flotte de limousines de l'État et imposé la transparence budgétaire. Sankara avait aussi lancé d'immenses campagnes d'alphabétisation et de vaccination, redistribué des terres aux paysans et interdit les cadeaux coûteux aux officiels. Mais ces mesures, bien qu'exemplaires, n'avaient pas survécu à sa mort tragique. Le parallèle avec Ibrahim Traoré est saisissant. Les deux hommes ont compris que la transformation d'une nation passe avant tout par l'exemple personnel et des actes concrets. Mais Traoré va encore plus loin. Il ne se contente pas d'imposer, il suscite l'adhésion spontanée de ses ministres, créant une contagion morale. Autre exemple historique, en Islande, après la crise financière de 2008. Les citoyens, révoltés par les excès des banquiers et des politiques, ont exigé des comptes. Le gouvernement a révisé la Constitution, sanctionné les responsables et mis en place des assemblées citoyennes pour surveiller la gestion publique. Il s'agit là aussi d'un moment où la pression collective a permis de remettre l'intérêt général au centre du jeu politique. En Asie, le président José Mujica d'Uruguay, surnommé le président le plus pauvre du monde, vivait dans une ferme, donnait 90% de son salaire à des œuvres sociales et refusait tout luxe. Son authenticité a inspiré la confiance et le respect, prouvant qu'un leader peut choisir la simplicité et la solidarité sans perdre en efficacité.
Mais comment, concrètement, pérenniser cette dynamique? D'abord, en instaurant des mécanismes de contrôle citoyen. Par exemple, créer des comités de suivi, réunissant enseignants, soignants, parents d'élèves et représentants de la société civile, pour surveiller l'allocation des fonds. Ces comités pourraient publier des rapports trimestriels accessibles à tous, en affichant dans chaque école ou centre de santé le détail des budgets, des achats réalisés et des améliorations obtenues. Ensuite, en développant des plateformes numériques où chaque citoyen peut signaler un abus, un retard de paiement ou proposer des idées pour améliorer le système. La transparence, couplée à la participation active, crée une culture de responsabilité partagée. Prenons un scénario pratique. Imaginons qu'un instituteur constate un manque de fournitures scolaires malgré les fonds promis. Il peut, via une application mobile ou une réunion de quartier, alerter le comité de suivi. Celui-ci déclenche alors une enquête, convoque le responsable du budget et publie le résultat. Si une fraude est avérée, des sanctions immédiates sont appliquées et une lettre d'excuse est adressée aux enseignants affectés. Ce mécanisme simple mais transparent empêche le retour des anciennes pratiques et restaure la confiance. Un autre levier essentiel est la formation continue des responsables. Chaque ministre, chaque chef de service, chaque directeur d'école devrait suivre, chaque année, une formation sur l'éthique, la gestion transparente et l'écoute active. Ces ateliers pourraient être animés par des experts locaux, mais aussi par d'anciens enseignants ou soignants, pour rappeler la réalité du terrain. Il est également crucial de valoriser publiquement les gestes de solidarité. Organiser chaque trimestre une cérémonie discrète, sans faste, où l'on remet des lettres de félicitations aux agents ayant fait preuve d'intégrité ou de dévouement. Ces récits doivent être partagés sur les radios locales, dans les bulletins scolaires et lors des réunions de parents d'élèves, pour inspirer d'autres à suivre l'exemple. Pour renforcer l'impact sur la jeunesse, il est possible d'intégrer dans les programmes scolaires des modules sur la citoyenneté active, l'histoire des réformes sociales et la responsabilité individuelle. Les élèves pourraient mener des enquêtes sur l'utilisation des fonds dans leur établissement, présenter leurs conclusions devant la classe et proposer des solutions. Ainsi, la culture de la vigilance et de la solidarité se transmet dès le plus jeune âge. Mais la vigilance démocratique ne doit pas s'arrêter aux frontières de l'école ou de l'hôpital. Il faut aussi penser aux zones rurales isolées où la voix des citoyens est souvent étouffée. Des caravanes itinérantes, composées de médiateurs, d'avocats et de journalistes indépendants, pourraient se déplacer de village en village pour recueillir les doléances, expliquer les droits et former les habitants à utiliser les outils de surveillance citoyenne. Ce maillage de proximité garantit que personne n'est oublié. À chaque étape, la communication est essentielle. Les autorités doivent publier, chaque mois, un bulletin d'information détaillant les progrès, les difficultés rencontrées et les prochaines étapes. Ce bulletin peut être diffusé à la radio, affiché dans les lieux publics et résumé lors des marchés hebdomadaires. Plus l'information circule, plus la confiance grandit. Il faut aussi anticiper les résistances. L'histoire regorge de tentatives de réformes avortées pour cause d'inertie ou de sabotage. Pour éviter ces écueils, il convient de protéger les lanceurs d'alerte, de garantir l'indépendance des audits et de prévoir des sanctions exemplaires en cas de détournement. La justice doit être rapide, transparente et accessible à tous. En cas de blocage, il est possible de recourir à la médiation. Un conseil de sages, composé de personnalités respectées, peut être saisi pour arbitrer les conflits entre les différentes parties. Leur avis, non contraignant mais très écouté, permet de désamorcer les crises sans recourir à la répression. Pour illustrer la portée d'une telle dynamique, imaginons un scénario sur 5 ans. La première année, la priorité est donnée à l'écoute et à la restitution des salaires indus. La confiance remonte, les enseignants restent en poste, les soignants osent réclamer leur matériel. La deuxième année, les audits révèlent encore des poches de résistance, mais celles-ci sont exposées publiquement. Les citoyens commencent à participer au débat budgétaire, proposent des priorités. La troisième année, les budgets sont votés en public, chaque dépense fait l'objet d'un rapport. Les villages les plus actifs reçoivent un soutien supplémentaire.
La 4e année, l'État investit dans la formation des jeunes à la gestion associative. Des clubs de jeunes sont créés, chargés de surveiller l'entretien des écoles, de proposer des projets et de former les adultes aux nouvelles technologies. La 5e année, le modèle est exporté dans les régions voisines, inspire d'autres pays. La presse internationale salue la réussite. Des délégations étrangères viennent observer le fonctionnement des comités citoyens. L'espoir initial est devenu un cap durable. Mais ce tableau optimiste ne doit pas masquer la difficulté du chemin. À chaque instant, la tentation du retour à l'ancien monde menace. Un ministre peut céder à la pression de son entourage, un chef d'établissement peut être tenté de arranger un contrat avec un fournisseur. D'où l'importance de la vigilance collective. Pour donner un exemple précis, dans le village de Koudougou, un litige a éclaté autour de la répartition de nouveaux manuels scolaires. Certains parents accusèrent le directeur de favoritisme. Grâce au comité citoyen, une enquête a été menée, les registres ont été vérifiés et les manuels ont été redistribués équitablement. Le directeur, publiquement, a reconnu son erreur et s'est engagé à associer désormais les parents à chaque distribution. Cette transparence a apaisé les tensions et renforcé la cohésion. De même, dans la clinique de Zignaré, une infirmière a signalé un retard dans la livraison de médicaments. Plutôt que d'attendre, elle a réuni ses collègues, contacté le comité et alerté la mairie. En moins d'une semaine, le fournisseur fautif a été sanctionné, un nouveau contrat a été signé et les malades ont retrouvé leur traitement. Ce genre de réaction rapide n'aurait pas été possible sans la dynamique de vigilance installée par les réformes. Mais au-delà des mécanismes, ce sont les mentalités qui évoluent. Les enfants grandissent en voyant leurs parents participer à la vie publique, les enseignants osent contester sans crainte de représailles, les femmes accèdent à des postes de responsabilité dans les comités de suivi. La société, peu à peu, se réconcilie avec elle-même. L'un des défis majeurs reste la gestion des attentes. Beaucoup espèrent des miracles immédiats, mais la transformation réelle prend du temps. Il faut donc multiplier les moments de dialogue, expliquer les avancées, reconnaître les difficultés et célébrer chaque pas en avant, si modeste soit-il. Pour ancrer durablement cette dynamique, il est aussi possible d'innover. Des concours d'idées peuvent être lancés chaque année dans les lycées et universités. Comment améliorer la transparence, réduire les gaspillages, renforcer la solidarité? Les meilleures propositions sont expérimentées dans plusieurs villages, avec un suivi rigoureux. Les jeunes lauréats sont invités à présenter leurs projets devant les autorités, et certains sont recrutés comme ambassadeurs de la vigilance. Enfin, la dimension internationale ne doit pas être négligée. Les succès locaux peuvent inspirer d'autres pays, créer des réseaux d'entraide et attirer des financements éthiques. Mais il faut savoir résister aux pressions extérieures qui chercheraient à imposer des modèles inadaptés. La réforme doit rester ancrée dans la réalité locale, adaptée aux besoins spécifiques de chaque communauté. En conclusion, l'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement celle d'un homme ou d'un pays. C'est une leçon universelle sur la force de l'exemple, la puissance du collectif et la nécessité de refuser la fatalité. Chaque génération a le choix, accepter l'ordre établi ou inventer sa propre voie. Ce choix commence souvent par un simple geste, une lettre, une main tendue, un refus de se taire. Alors, si demain une pile d'enveloppes devait apparaître sur le bureau d'un dirigeant, où seriez-vous? Parmi ceux qui attendent ou parmi ceux qui signent? Le vrai changement ne viendra jamais d'en haut seulement, ni d'un héros solitaire. Il naît de la somme de 1000 petits actes, répétés chaque jour, par des citoyens ordinaires mais déterminés. N'attendons pas la prochaine crise pour agir. Ne laissons pas la lassitude recouvrir l'espérance. Osons l'exemple, la vigilance, la solidarité. Et rappelons-nous, chaque lettre, chaque voix, chaque geste compte. À nous de choisir. Vous tenez là l'histoire d'un pays qui, pour une fois, a mis la craie avant le carrosse. Mais cette histoire, demain, peut être celle de votre quartier, de votre école, de votre hôpital. Il suffit d'un pas, d'une main, d'une lettre. Le reste, c'est à nous de l'écrire.